Merci d'accueillir Victor Parmentier et Alexandre Viennot. Bonjour à tous. Tout d'abord, on est ravis d'être là. Merci de nous recevoir. Moi, je suis Alexandre Viennot, je suis responsable commercial chez Kermap. Bonjour à tous, je suis ravi également d'être avec vous. Victor Parmentier, donc moi je m'occupe de déployer l'agriculture régénératrice pour Nestlé en France et je suis également agriculteur dans le nord de la France. Donc on va vous présenter notre projet qui est d'utiliser la donnée satellitaire au service de l'agriculture régénératrice. Donc je vous l'ai dit, je suis agriculteur et j'ai aussi 25 ans. Donc je fais partie d'une génération de consommateurs aujourd'hui qui demandent beaucoup et de plus en plus de transparence. Et notamment, on va parler d'alimentation, la transparence sur l'alimentation. Qu'est-ce que je mange? D'où ça vient? Qui l'a produite peut-être même? Et en fait, quand on répond à cette question-là, bien souvent, on parle du sol. 95% de notre nourriture aujourd'hui, elle vient du sol. Mais nos sols, ils sont en mauvais état. 24 millions de tonnes de sol perdues par an sur la planète. 75% de la surface de la Terre qui est déjà abîmée. En Europe, à cause de l'eau, c'est 1 milliard de tonnes de sol qui sont perdues chaque année. C'est l'équivalent de 130 000 terrains de football. C'est énorme. Aujourd'hui, c'est la catastrophe écologique qui est en fait le moins documentée, la plus ignorée quelque part. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est restituer leur fertilité au sol. Et pour ça, la solution, c'est l'agriculture régénératrice. Je ne sais pas si vous connaissez. Et moi, avant de venir, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit c'est comme faire un gros câlin à la terre. Vous rigolez, c'est un petit peu ça, mais on va parler un petit peu plus concret. Quelque part, c'est travailler d'une manière qui permet aux plantes et à la biodiversité de rendre un certain nombre de services naturels, comme protéger, nourrir, structurer le sol, ramener la biodiversité, capter du carbone, filtrer l'eau, enfin vous voyez, il y en a tout un tas. Et derrière nous, Nestlé, on s'est donné comme objectif d'atteindre 100% de nos approvisionnements en agriculture régénératrice d'ici 2050. Derrière ça, c'est concrètement 3 piliers pour un agriculteur. C'est réduire le travail mécanique du sol, c'est cultiver le plus possible de plantes différentes sur son exploitation, et enfin, c'est couvrir le plus possible les sols. L'exemple, c'est un agriculteur qui fait du blé pour gagner sa vie. Quand il le récolte, est-ce qu'il doit laisser la terre nue pour qu'elle se repose? Non, c'est faux. Il faut qu'il plante une autre plante, d'autres plantes, qui vont capter du carbone, qui vont capter d'autres éléments et qui va restituer après au sol. Il faut couvrir un maximum le sol avec des plantes. Et donc finalement, on essaie de suivre cette donnée-là. Et pour suivre ça, surtout pour accélérer, on a besoin d'innovation, on a besoin d'agilité, on a besoin de Kermap. En effet, c'est là, merci Victor, que Kermap intervient. Allô? C'est là que Kermap intervient. Nous, en fait, donc on va utiliser, on est spécialisé dans le traitement d'imagerie satellite en masse. Donc en fait, il faut imaginer le satellite des programmes Copernicus européens. Il va venir faire le tour de la Terre et prendre une image tous les 4 à 5 jours à peu près. Nous, notre travail, c'est d'interpréter ces images et de fournir des indicateurs à Nestlé et aux agriculteurs partenaires. Donc sur ces indicateurs, en fait, ce qu'on va aller voir, c'est ce qui s'appelle l'indicateur NDVI. En fait, on va suivre d'en haut le stade de développement de la plante. On va pouvoir voir au fur et à mesure de l'année, suivre ce stade de développement. Donc on va voir la culture principale et la culture intermédiaire dont parlait Victor. Et ça, derrière, on va fournir ces indicateurs aux agriculteurs, ce qui va leur permettre de mesurer leur performance et de se positionner aussi par rapport à une petite région agricole, par exemple. On va fournir évidemment ces données à Nestlé, qui va lui permettre pour Nestlé de se mesurer, de regarder par rapport à ses atteintes à objectifs où est-ce qu'ils en sont. Et puis pour Kermap, évidemment, de travailler avec les agriculteurs et Nestlé, c'est beaucoup de retours aussi terrain, puisque pour alimenter notre modèle, on a besoin du terrain. Et vous parliez tout à l'heure de mise à l'échelle, et c'est ça qui est très important avec le satellite, c'est cette possibilité de passer à l'échelle. Et depuis un petit peu plus de 2 ans qu'on travaille avec Nestlé, on a déjà pu monitorer 45 000 hectares, ce qui correspond à 300 agriculteurs. Et donc vous voyez, là on parle de 45 000 hectares, mais derrière, c'est 60 000 tonnes d'ingrédients qui sont issus de l'agriculture régénératrice pour nos usines en France.
On a parlé de blé, du sucre, du maïs, le blé par exemple pour Choc-à-Pic, très concrètement, un exemple. Et c'est déjà pour la France 20% de nos ingrédients issus d'agriculture régénératrice. Donc on est déjà sur un premier pas et une première accélération. C'est un premier pas, on le disait. En France, l'objectif, à terme, c'est les 300 000 tonnes d'ingrédients, c'est 100%. Ensuite, encore après, on va aller à l'échelle globale. La France est pilote. Après, c'est Nestlé, 100% on a dit d'ici 2050 d'agriculture régénératrice. Et finalement, on veut engager une transition vers un système alimentaire régénératif globalement. Et puis pour Kermap, d'avoir un Nestlé comme client, ça nous permet de nous engager sur du long terme, d'améliorer de continuer sur de la R&D, parce qu'il y a plein d'autres indicateurs à fournir. Notamment, on parlait de biodiversité tout à l'heure, donc ça peut être sur les haies, on en parle beaucoup et le gouvernement a lancé un gros programme haies dernièrement. Les haies, les mares, tous ces habitats qu'on va pouvoir aussi aller suivre pour ce genre de programme. Voilà, on n'est qu'au début. Nestlé, Kermap, on est acteurs, on veut agir, on veut surtout accélérer et emmener tout le monde avec nous pour une alimentation aujourd'hui et demain pour les générations futures. Merci beaucoup, c'est passionnant. Est-ce que vous mettez en open source peut-être toutes les données justement de Nestlé en matière d'agriculture régénérative? Est-ce que le consommateur a accès à tout cela? Alors aujourd'hui, notre client va fournir les datas à Nestlé qui va pouvoir les fournir aux agriculteurs partenaires. Nous, les données qu'on utilise, en revanche, c'est les données, en effet, du programme Sentinelle. Le programme Sentinelle, c'est un programme européen. Donc, ce sont des données en open source, ces données-là. Nous, notre travail chez Kermap, ça va être d'aller les interpréter, d'y apposer un masque de nuages, parce qu'il y a des nuages sur la France régulièrement, de faire des corrélations. Voilà, c'est tout le travail de Kermap. Après, au niveau de Nestlé, du coup, la question, elle est pertinente parce que c'est comment on en parle aux consommateurs d'agriculture régénératrice derrière. Oui. C'est peut-être une bonne idée de partager les durées de couverture. Après, si je vous dis que l'agriculteur il a couvert 282 jours son sol, je ne sais pas si vous allez acheter plus de Choc-à-Pic. Donc, il faut qu'on arrive à en parler. Et une manière d'en parler, nous, en fait, ce qu'on fait, premièrement, dans le programme, c'est de comparer l'agriculteur avec, en gros, ce qu'a dit Alexandre, la petite région agricole. Donc, en gros, c'est ses voisins. Donc, en fait, est-ce qu'il fait mieux que ses voisins ? Et donc en fait, on va être capable de dire où se situent les agriculteurs qui travaillent avec Nestlé dans l'écosystème agricole aujourd'hui. Et puis l'objectif, c'est qu'ils évoluent, donc en fait, qu'ils soient toujours meilleurs, quoi. Donc, on va essayer de parler comme ça. Mais, il y a tout un langage à faire en fait autour de oui, ça pour le consommateur. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, ouais. Mais ça, c'est génial. Merci. Et quels sont vos prochains challenges, j'imagine, avec l'IA? Alors, je vous parlais des haies tout à l'heure. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que de plus en plus d'acteurs nous le demandent. Que ce soit des acteurs privés et des acteurs publics, les agences de l'eau, toutes les personnes qui s'occupent les fournisseurs d'eau sur la protection de la ressource, puisque les haies ont un rôle, les couverts végétaux ont un rôle très important. Tout à l'heure, Victor parlait de la rétention d'eau, de limiter l'érosion des sols, mais également les haies, puisqu'elles vont venir bloquer un petit peu tout ce qui peut se passer sur le champ, que ça protège la ressource. Donc voilà, cette capacité d'aller monitorer les haies et leurs changements, je pense que c'est un beau défi. Il faudra utiliser d'autres types d'images, là, parce que pour avoir des choses plus précises, mais c'est passionnant et nos ingénieurs, ils sont à fond là-dedans. Merci à tous les deux. On va quitter l'univers de l'agriculture pour celui du sport pour tous. C'est le projet Orange et Touche-Toussi. Cécile Pfeiffer, Patrick Châtaignier et Théo Deblède. C'est à vous. Bonsoir à tous. Alors dans Sustainability, il y a de l'environnement, on en a beaucoup parlé ce soir, mais il y a aussi du social. Et c'est d'inclusion dont on va vous parler, inclusion et sport. Et pour démarrer, je vais vous demander, s'il vous plaît, de fermer les yeux. Pour de vrai, je vous invite à fermer les yeux un court instant et imaginez-vous dans un stade de foot. Ce soir, c'est soir de match, le stade est bondé, le public est chaud, tout le monde chante. Et tout à coup, vous percevez une légère montée d'intensité dans les chants du public. Vous percevez quelques coups de sifflet sur le terrain, des cris des joueurs, des commentaires derrière vous. Et d'un seul coup, tout le monde s'exclame.
le commentateur l'annonce, l'équipe de France vient de marquer. Vous pouvez rouvrir les yeux. L'équipe de France vient de marquer, mais ce but, vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu parce que vous êtes non-voyant. Vous êtes non-voyant et la seule expérience que vous aurez eue ce soir est une expérience auditive. Bonsoir à tous. Et c'est pour ça que chez Touch2See, on a développé un projet en juin 2022. L'objectif, il était simple, c'était de rendre les événements sportifs accessibles au public malvoyant. Avant tout, je vais me présenter rapidement et puis je vais vous présenter la vidéo qui est à l'origine du projet. Donc moi, je m'appelle Théo Debled, je suis le responsable opérationnel de Touch2See justement et associé de ce projet. Et on va vous présenter une petite vidéo pour vous mettre un petit peu dans le contexte. On est à Bogota, dans un stade de football. On voit la personne habillée en noir qui vit l'événement sportif, justement le match de foot par le toucher. Je vous laisse un petit peu profiter. Aujourd'hui, la déficience visuelle, c'est 3% de la population, c'est 217 millions de personnes. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui leur permette de vraiment vivre les événements sportifs. On a une solution qui existe, c'est l'audio-description. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est permettre aux personnes déficientes visuelles de vivre par l'ouïe, justement, l'événement sportif. Malheureusement, c'est présent dans seulement 7 stades en France. Et uniquement en grande majorité pour le football. On a la Coupe du Monde qui le développe, mais c'est un événement international. Et sinon, on n'a aucune solution qui passe par le toucher, justement, sens évident pour comprendre un espace et un environnement. Je vais prendre un exemple rapide. Vous avez fermé les yeux, enfin vous êtes dans votre chambre, il fait tout noir, vous voulez aller aux toilettes par exemple, vous ne trouvez pas la lumière, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre vos mains pour essayer de toucher ce qu'il y a autour de vous et trouver la porte. Là, c'est un peu la même idée. C'est pour ça que chez Touch2See, on a développé une tablette tactile et audio-descriptive qui rend les événements sportifs justement de manière automatique. On apporte 4 informations à l'utilisateur. Dans un premier temps, le mouvement du ballon à travers le petit curseur qui bouge. Ensuite, des vibrations pour lui permettre de comprendre l'intensité du jeu en fonction du sport. Et de l'audio généré automatiquement avec de l'intelligence artificielle où on apporte 2 voix différentes, le nom du porteur de ballon en temps réel et on permet à l'utilisateur d'interagir avec le device et demander le temps de jeu et le score, par exemple. Ça, c'est le produit global Touch2See. Aujourd'hui, il est fruit de grandes collaborations, institutionnelles, publiques, avec le monde de la déficience visuelle et avec certains ministères, dont le ministère des Sports très récemment, qui va parrainer ce projet. Et bien évidemment, aujourd'hui, on est obligé de parler de la collaboration Orange Touch2See, parce que c'est justement un sujet très important, et aussi avec le CEA, Centre d'innovation ouverte Y-Spot de Grenoble, qui a designé ce produit. Je vais laisser Patrick, directeur partenariat innovation chez Orange pour Paris 2024. Je vais te laisser parler de cette collaboration. Merci Théo. Donc la collaboration est née d'une ambition commune, qui est celle de vouloir transformer l'événementiel sportif de demain. Donc pour cela, Orange et le CEA ont créé un concours d'innovation qui s'appelle le Challenge Event Tech en 2022, avec pour objectif de recruter des startups, des pépites, pour nous aider à repenser l'expérience spectateur en stade. Et Touch2See a été un des lauréats du concours. Et je vais désormais vous révéler la recette magique de la collaboration. Donc côté Orange, on a travaillé sur l'expertise 5G et la connectivité pour permettre aux personnes non-voyantes de ressentir la position du ballon en temps réel pendant le match. De son côté, le CEA a designé la tablette que vous voyez ce soir, qui va bientôt être industrialisée. Et le plus important dans la collaboration, c'est les efforts du CEA et d'Orange pour aider et accompagner Touch2See pour envisager la commercialisation de leurs services auprès des organisateurs de grands événements. Point dont va parler Cécile Pfeiffer, qui est directrice RSE pour Paris 2024 chez Orange. Merci. Alors, Touch2See est en ce moment même déployé sur la Coupe du Monde de rugby en France et nous l'espérons, croisez les doigts pour nous, sur Paris 2024 l'été prochain. Donc, vous l'avez compris, il y a une idée brillante et utile. Il y a une entreprise, une grande entreprise qui vient derrière en backup et puis il y a une institution
Et donc, c'est une collaboration de 3 entités dans l'ambition de vraiment changer la donne, d'apporter un nouveau regard sur le sport et de transformer l'expérience spectateur. Merci. Qu'est-ce que vous prévoiriez comme d'autres sports pour les prochaines utilisations? Et c'est aussi très courageux de parler du rugby aujourd'hui, je trouve. Alors, on va justement pas parler de rugby, mais les sports à balles, essentiellement. Donc beaucoup de sports à balles, des sports olympiques et paralympiques, parce que là du coup c'est un peu le sujet. Mais donc c'est six-foot, goalball, des sports spécifiques aux déficients visuels justement. Donc c'est très important pour nous de développer ça. Et sinon football, rugby, handball, basketball et d'autres sports. C'est quoi le plus gros challenge tech que vous avez eu pour développer cette solution? Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé de comment ça fonctionne, parce qu'on est sur un produit automatique, hein, donc il n'y a pas d'activité humaine en stade, donc c'est là le défi. Aujourd'hui on travaille avec des fédérations et des ligues, comme la Fédération française de football, la Ligue de football professionnel. On collabore avec eux pour développer ce produit-là. On n'est vraiment pas encore dans une phase de commercialisation, mais on travaille avec eux. Et on travaille surtout avec leurs fournisseurs de données sportives. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est des entreprises qui captent les coordonnées des joueurs et du ballon. Donc c'est les coordonnées XY qu'on reçoit sur un serveur. On reçoit ça sur notre carte électronique et grâce à la 5G, on apporte ces positions-là en temps réel. Donc il y a beaucoup de choses très délicates dans le projet qui fait qu'on est labellisé Deep Tech par la BPI. C'est qu'on fait tout ça en 0,4 secondes de latence. Et ça n'existe pas encore. C'est là l'enjeu. Merci à tous les trois. Troisième de cette catégorie s'attaque à l'énorme chantier de la sobriété énergétique, un projet fruit d'une collaboration entre La Poste Immobilier et ESOX. J'appelle à présent Christelle Brandy et Maxence Chautard. Bonsoir à tous, Christelle Brandy, je travaille à La Poste Immobilier, la direction technique. Et Maxence. Bonsoir à tous, Maxence Chautard, donc je suis un des dirigeants et fondateur de l'entreprise ESOX, qui est un acteur de performance énergétique. Et je suis très heureux d'être devant vous ce soir pour présenter le partenariat qu'on mène depuis maintenant pas mal d'années avec La Poste Immobilier. Alors, notre parc, donc La Poste Immobilier, nous sommes la foncière du groupe La Poste. On a un parc très important puisqu'il y a environ 10 000 bâtiments, c'est 6 millions de mètres carrés. Et ces 10 000 bâtiments sont répartis, c'est un parc plutôt diffus avec des bâtiments plutôt hétérogènes. On a des bâtiments industriels, on a des bâtiments tertiaires, on a des bâtiments de commerce. Et tous ces bâtiments consomment énormément. On est à 950 gigawattheures consommés par an. Alors 950 gigawattheures, pour la majorité d'entre vous, ça ne veut pas dire grand-chose. Concrètement, c'est la production d'une centrale nucléaire pendant 2 mois dans l'année. Donc tout ça, c'est nos besoins pour nos bâtiments. Et donc, nous étions à la recherche de faire des économies d'énergie. On s'est fixé des objectifs à moins 20% d'économie d'énergie et moins 35% de CO2 d'ici à 2030. Et nous cherchions donc une solution pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc il nous fallait une entreprise avec laquelle qui pouvait réagir facilement avec notre parc, qui pouvait nous donner des résultats assez rapidement. Et nous avons donc monté un partenariat avec ESOX. Effectivement, comme le dit Christelle, derrière les enjeux d'un parc immobilier de se décarboner, nous on est en entreprise, un fabricant français de systèmes de performance énergétique, car pour ambition de révolutionner un peu le domaine en apportant de l'IA, en apportant des systèmes de traitement automatisés pour piloter de manière intelligente les bâtiments. Et ça autour de 3 grands piliers. Un pilier hardware, puisqu'on est fabricant de devices qui vont piloter des équipements dans le bâtiment, chauffage, climatisation, éclairage, traitement de l'air, et qui vont aussi collecter des données pour avoir une compréhension extrêmement fine de l'environnement et des besoins réels des occupants. Ça ne sert à rien de chauffer un bâtiment quand il n'y a personne dedans. Et à l'inverse, il faut garantir un confort quand il y a des occupants. Et c'est l'objet de ces devices.
Et derrière, on a un deuxième pilier qui est notre plateforme d'hypervision qui va permettre à nos clients de gérer 10, 100 000, 10 000 bâtiments et de gérer une stratégie de performance énergétique uniformisée sur un parc avec une visualisation et une action réelle sur les équipements. Et au milieu de tout ça, on a un troisième pilier qui est 1 milliard de données qui sont traitées tous les mois par nos serveurs, par nos systèmes et qui permettent à notre intelligence de prédire le comportement des utilisateurs et de déterminer le comportement des équipements dans le bâtiment. Et c'est ça, l'intelligence ESOX, qui est mis à profit de ce partenariat depuis 2018, puisque La Poste Immobilier a été vraiment un acteur extrêmement important pour nous dans notre développement. Nos 4 premiers sites, on les a fait ensemble. On a bénéficié d'un acteur qui a été très présent à nos côtés pour nous faire des remontées de terrain, pour nous aider à améliorer, pour faire avancer la solution ESOX et pour amener la solution là où elle en est aujourd'hui. Donc c'est vraiment un partenariat très fort, un partenariat très exigeant, je dirais aussi, puisque des objectifs de décarbonation importants et un parc immobilier très complexe entre des petits bâtiments, des très grands bâtiments et des équipements très différents d'un bâtiment à l'autre. Donc un besoin de technologie qu'on a su apporter dans ce partenariat. Et donc, comme le disait Maxence, on a commencé avec 4 bâtiments entre 2018 et 2019. On a continué à développer. Aujourd'hui, on a un peu plus de 80 bâtiments qui sont déployés avec la solution. Et on prévoit pour l'année prochaine une 40aine supplémentaire. Et depuis 2018, il faut voir que c'est à peu près 21,82 gigawattheures, j'en ai précis, qui ont été économisés. C'est à peu près 24 000 tonnes de CO2 qu'on a évité d'émettre par la réduction de la consommation énergétique des bâtiments. Et c'est une démarche qu'on a menée dès 2019, qu'on intensifie chaque année à travers des nouvelles innovations qu'on amène. La Poste Immobilier est vraiment très précurseur là-dessus. Dès qu'on a une nouvelle innovation, ils sont les premiers à la mettre en œuvre dans leur patrimoine. Et donc ces 24 000 tonnes de CO2, c'est qu'un début et on espère aller encore plus loin dans les années à venir là-dessus. Merci. Moi, je vais poser une question un peu basique, mais c'est quoi votre positionnement, par exemple, par rapport à des grandes entreprises, ESOX, Schneider Electric, par exemple? C'est quoi votre différenciation ou articulation avec Schneider? Et puis, est-ce que ces programmes-là, ça s'accompagne aussi d'une rénovation des bâtiments de la Poste? Sur la première question, des acteurs comme Schneider, Siemens ou autres sont des acteurs qui vont proposer des systèmes de pilotage principalement. La grosse différenciation chez ESOX, c'est toute l'intelligence qu'on met derrière ce pilotage. Dans les systèmes conventionnels, quand on parle par exemple de GTB, gestion technique du bâtiment, système de gestion classique, c'est des systèmes où il y a un humain derrière. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui prend la décision, qui détermine le fonctionnement du bâtiment. Nous, il n'y a pas d'humain derrière, tout est automatisé. C'est la grosse différenciation qu'on peut trouver par rapport à des acteurs de ce type. Et effectivement, je confirme. Aujourd'hui, pour faire des économies d'énergie, on a 3 grands piliers. C'est la sobriété avec les utilisateurs dans le bâtiment, c'est du pilotage énergétique, donc la solution ESOX, et c'est tout ce qui est isolation du bâtiment. Et là, effectivement, on rénove également notre parc pour pouvoir réduire nos consommations. Juste une question sur parce que l'installation, du coup, est assez lourde, de ce que j'ai compris. Est-ce que vous avez une capacité de déploiement sur plein de groupes? J'imagine que c'est assez limité. Comment vous comptez faire si vous voulez cibler plein de bâtiments? Alors non, c'est pas très lourd un déploiement. Il faut compter une semaine pour déployer un bâtiment de 5000 m², donc c'est assez rapide. Aujourd'hui, on a à peu près 400 000 m² de patrimoine qui est déployé en France. Et on double tous les ans la surface qui est couverte et qui est déployée par nos systèmes. Et c'est aussi une des particularités et spécificités de notre entreprise, c'est qu'on a une vision industrielle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses spécifiques à un bâtiment, mais on fait des choses pour qu'elles soient transposables facilement sur un patrimoine. Merci. Merci à tous les deux. Merci, on va laisser le jury se retirer pour délibérer et nous connaîtrons dans quelques minutes le vainqueur de chacune de ces 2 premières catégories. En attendant, je vous propose de découvrir les 3 derniers projets. Le prix des startups, cette fois, soyez encore plus attentifs, ce sera à vous de voter. Le jury va voter sur les 2 premières catégories. Vous voterez-vous sur le prix des startups. La règle du jeu reste la même, 5 minutes pour pitcher.